Connaissance. Recherche. Sciences. Dessin, mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Nature. Bonjour à tous. Nous avons pour l'instant parlé beaucoup des services de l'eau. On distingue fréquemment dans le domaine de l'eau la question des services eau potable et assainissement, dont les objectifs millénaires constituent donc un des points focaux. Et puis la question des ressources en eau. Excusez-moi, il y a un petit problème sur l'écran. Et puis la question donc des ressources en eau, qui est celle plutôt de la gestion globale de l'eau douce, qui ne représente qu'une toute petite fraction de l'eau présente sur notre planète, moins d'un millième de l'eau totale. Donc pour une planète bleue, la question à laquelle on m'a demandé de répondre est un peu provocatrice. L'eau sera-t-elle le facteur limitant de la production agricole dans une planète à 70%, dont 70% au moins de la surface est recouverte d'eau? Comment se pourrait-il que l'eau soit un des facteurs limitants de notre développement, et en particulier du développement de la production agricole? Bon, c'est la question à laquelle je vais essayer de répondre dans cet exposé. Donc une question assez différente de celle abordée jusqu'ici, donc sur les objectifs du millénaire. Pour y répondre, il faut revenir à quelques éléments de base présentés ici de manière très succincte sur cette diapositive, et qui a trait ce qu'on appelle classiquement les ressources en eau. Et je vais vous montrer que derrière des chiffres se cache une certaine complexité, un certain nombre de difficultés. Ces chiffres, tout d'abord, sont exprimés classiquement en kilomètres cubes par an. Alors un kilomètre cube, c'est donc un cube d'un kilomètre de côté. Ça représente aussi 1 milliard de mètres cubes. Donc pour ceux qui consomment, qui payent leur facture d'eau et voient combien d'eau ils consomment, je ne sais pas, une vingtaine de mètres cubes, une trentaine par mois. On est dans un autre ordre de grandeur. On parle là donc de milliards de mètres cubes. Ce sera l'unité qu'on va reprendre d'ailleurs tout au long de cette présentation. Alors il s'agit aussi de mètres cubes par an, puisque contrairement au pétrole, l'eau est une ressource qui se renouvelle. Le cycle donc hydrologique plus exactement, donc permet à l'échelle d'une année de, sans arrêt, apporter de l'eau et de renouveler donc les quantités d'eau qui sont disponibles. Alors, bien sûr, l'élément essentiel qui nous apporte de l'eau douce est l'évaporation qui se recondense et permet donc de faire pleuvoir. Et donc les précipitations uniquement sur les continents représentent 117 000 km3 chaque année. Ces précipitations, on va s'arrêter d'abord sur la manière dont elles se répartissent. Alors c'est évidemment des chiffres qui sont des chiffres moyennés, qui sont sujets à une variabilité interannuelle. Mais en gros, il y a 75 000, donc à peu près 70%, on va dire, de cette eau de pluie qui va tomber sur le sol et va être réévaporée par les écosystèmes directement. C'est classiquement ce qu'on appelle en hydrologie les eaux vertes. Et puis il y a une certaine quantité, donc 30% de cette eau, qui va s'écouler vers les fleuves, vers des nappes souterraines, et qui finalement vont finir par rejoindre l'océan. Donc cette quantité d'eau, 44 000, vaut à peu près 44 000 km3. On peut observer que cette eau, c'est celle qui couple les continents et les océans. C'est donc également en bilan celle qui va venir en net depuis l'océan
vers les continents chaque année. Ce qui signifie aussi, c'est peut-être pas évident à comprendre, que à peu près 70% de l'eau de pluie qui tombe sur les continents vient des continents eux-mêmes. Et seuls 30% de l'eau de pluie des continents vient de l'océan. Donc ça montre ça également l'importance de ce recyclage interne sur les continents de l'eau douce et l'importance aussi, bien sûr, des dégradations des écosystèmes ou des changements de pratiques ou d'occupation des sols sur nos ressources en eau et les dynamiques qui se produisent sur les continents. Ceci dit, même si ce recyclage représente 70% donc, de l'eau, on ne sait très peu de choses aujourd'hui encore. On n'a pas encore suffisamment d'outils pour bien comprendre comment se fait ce recyclage et comment l'occupation des sols ou les changements d'occupation des sols influent sur ce recyclage continental de l'eau douce. Alors, ayant ces ordres de grandeur en tête, ensuite, généralement, on passe à la notion de ressources en eau, en disant que sur ces eaux bleues, donc ces eaux qui alimentent les rivières, les lacs et les eaux souterraines, eh bien, il y en a quand même une certaine partie qui est accessible aux usages humains. Mais cette eau, bien sûr, accessible aux usages humains, n'est pas la totalité de ces 44 000 km3, puisque une certaine partie de cette eau tombe au nord de la Sibérie, en Amazonie, et n'est pas forcément située où se trouvent des hommes. Et puis, il en tombe aussi pendant des saisons très pluvieuses dans lesquelles on est incapable de retenir toute cette eau. Et donc, une grande partie, on va également, et de manière inéluctable, à la mer. Et c'est bien le minimum, parce que on voit aujourd'hui ce qui se passe lorsque il y a trop peu d'eau ou de l'eau polluée rejoint les océans. Il y a d'énormes problèmes d'anoxie qui se posent. Et donc il faut effectivement qu'une certaine quantité d'eau retourne à la mer. Donc généralement on considère, même si c'est difficile à estimer, que les ressources auxquelles on a accès sont de l'ordre de 9 à 14 000 km3 par an. Je voudrais également vous rendre très attentif au fait que dans le langage hydrologique, quand on parle de ressources en eau, on ne parle que de ces ressources en eau bleue, alors qu'une bonne partie de l'eau pour notre alimentation, l'eau de l'agriculture, est constituée également d'eau verte. Et donc, le terme ressources en eau en lui-même est un peu un piège, parce que, comme on le verra tout à l'heure, l'eau que nous utilisons et donc la ressource que nous mobilisons effectivement à notre profit n'est de loin pas que de l'eau bleue, et donc on verra qu'elle représente plus que ce chiffre de 4000 km3 que j'ai représenté ici, qui est la ressource en eau bleue qui est d'ores et déjà mobilisée, c'est-à-dire pompée, utilisée en pompant dans les rivières ou les nappes souterraines. Alors, allons un petit peu plus loin. Ça, c'était des chiffres globaux. En fait, le gros problème de notre planète, c'est que l'ensemble des pays ne sont pas logés à la même enseigne et n'ont pas accès aux mêmes quantités d'eau. Quand on regarde, cette carte encore ne met pas trop en exergue des différences criantes, mais quand on regarde la légende, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de pays qui ont des ressources qui sont exprimées en mètres cubes par personne et par an, en dessous de 500 mètres cubes par personne et par an, et d'autres qui ont accès à plus de 10 000 et jusqu'à 40 000 mètres cubes par personne et par an. Cette hétérogénéité est extrême, bien sûr. Il suffit d'aller en Égypte, dans les pays du Maghreb ou dans le nord de la Chine pour s'apercevoir qu'il y a des zones extrêmement arides. Et puis, il y a d'autres pays à l'autre extrémité, comme le Canada ou le Brésil, qui ont accès à des quantités d'eau énormes. Donc, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne.
un autre élément qui est important dans ces chiffres, c'est qu'il y a la démographie qui pèse sur ces chiffres. Il s'agit bien là de mètres cubes par personne et par an. Et donc, si la population d'un pays double, eh bien, le nombre de mètres cubes par personne et par an disponible va être mathématiquement divisé par 2. C'est un des raccourcis qu'on entend fréquemment lorsqu'on dit que les ressources en eau sont en train de diminuer ou se raréfient. Ce n'est pas que la quantité d'eau en elle-même diminue significativement, c'est surtout qu'il y a plus de personnes, plus d'activités humaines entre lesquelles il faut partager les ressources en eau disponibles. Lorsqu'on regarde les situations de stress, eh bien, à l'échelle mondiale, on s'aperçoit que de nombreuses régions sont déjà dans des états de stress et pratiquement un tiers de la population mondiale vit aujourd'hui dans des zones affectées par des stress hydriques importants. Alors, qu'est-ce qu'un stress hydrique et comment on peut l'évaluer ? Eh bien, classiquement, on s'est aperçu que lorsque 40% des ressources en eau disponibles ont été mobilisées, eh bien, on entre dans des situations avec des stress chroniques dans le pays ou dans le bassin versant considéré. Eh bien, vous voyez que non seulement on a beaucoup de pays qui sont au-dessus, puisque les 2 couleurs rouges sur ces graphiques correspondent donc à des situations où on a des stress élevés, donc plus de 40%, et vous voyez que même une bonne partie des pays secs ont des pressions sur leurs ressources en eau qui sont supérieures à 80%. Bien sûr, un des problèmes qui se pose est que dans les pays secs, non seulement on n'a pas beaucoup d'eau, mais en plus de ça, si on veut produire son alimentation, eh bien, il faut irriguer et donc mobiliser encore davantage de ressources en proportion que dans un pays qui a suffisamment de pluie et où on peut faire de l'agriculture sous forme pluviale. Donc je disais, un tiers des habitants de la planète vit aujourd'hui dans des zones affectées par des stress hydriques. Dans 20 ans, on pense que ce sera probablement 50% de la population mondiale, tout simplement parce que dans beaucoup des pays qui sont affectés par des stress hydriques ont aussi des démographies un peu galopantes, donc des taux de croissance élevés, et donc on aura de plus en plus de gens dans les régions affectées par des stress hydriques. Là, la carte géographique va peu changer, mais par contre, il y aura des croissances démographiques importantes dans des zones arides. Alors, j'ai commencé à évoquer cette question de l'agriculture pour une raison très simple, c'est qu'à l'échelle mondiale, donc excusez-moi d'ailleurs d'avoir mis 2000, ah oui, non, pardon, c'est en 2000, voilà comment étaient répartis les 4000 km3 d'eau que nous prélevons dans les ressources chaque année. Il y en a environ donc 2600 qui sont prélevés pour l'agriculture, 400 pour nos consommations domestiques, les villes, les utilisations donc sanitaires et urbaines, 800 pour les usages industriels et 200 qui sont constitués de l'évaporation des dizaines de milliers de barrages et de réservoirs que nous avons constitués sur notre planète. Voilà le total. Donc ce total évolue bien évidemment assez rapidement. Disons que l'agriculture, les prélèvements agricoles évoluent plutôt comme une fonction logarithmique de la population, et donc ça, la tendance est proportionnelle, moins que proportionnelle à la croissance démographique. Les usages domestiques, eux, évoluent proportionnellement à la population depuis au moins 40 ans. Les usages industriels ont connu une amélioration de leur efficience très nette depuis 10 ou 20 ans et donc évoluent bien moins vite que la population aujourd'hui. Les réservoirs, on en constitue encore beaucoup dans de nombreux pays. Bon, ça représente quand même quelques pourcents aussi de nos usages. Donc une question se pose en voyant ce graphique tout simple. Pourquoi l'agriculture utilise-t-elle tellement d'eau ? Donc
En général, donc 70% de l'eau à l'échelle de la planète est utilisée pour l'agriculture. Et si on regardait vraiment l'eau qui est évaporée, on s'apercevrait que c'est 80, voire dans certains endroits 90% de l'eau qui est évaporée pour l'agriculture. Alors, pourquoi ? Eh bien, il y a quelque chose qui est sans doute pas intuitif, et qui est que pour produire 1 kilo de blé, il faut à peu près 1000 litres d'eau. Là, les chiffres ici sont exprimés en mètres cubes par tonne. Donc, pour 1 tonne de blé, il faut au moins 1000 mètres cubes d'eau. Pour produire du maïs, vous voyez, on est dans le même ordre de grandeur. Pommes de terre, c'est le champion de toute catégorie. Si on voulait survivre dans une planète avec très peu d'eau, il faudrait manger que des pommes de terre. Et puis, voilà, enfin, les ordres de grandeur, vous voyez, les produits, je dis bruts, les produits végétaux, disons, c'est entre 1000 et éventuellement 2000. Le riz aussi est plutôt au-dessus de 2000 litres par kilogramme ou 2000 mètres cubes par tonne. Le problème est que nous ne mangeons pas que du blé, du maïs, des pommes de terre, mais que nous produisons à partir de ces produits végétaux un certain nombre d'autres produits, donc que nous recyclons une partie des produits végétaux pour produire des huiles, pour produire surtout des produits animaux, donc volailles, bœufs et œufs. Et vous voyez que dans la colonne de droite, on a changé d'ordre de grandeur. On est souvent 4, 5, voire 10 fois plus en consommation par kilogramme ou par tonne de produits. La palme revenant à la viande de bœuf, pour laquelle il faut mobiliser 13 000 litres d'eau, ou donc 13 000 litres d'eau. À chaque fois que vous mangez 1 kilo de bœuf, il a fallu 13 000 kilos ou 13 000 litres d'eau pour le produire, tout simplement parce que le bœuf lui-même a ingurgiter des produits végétaux, et donc il y a un facteur démultiplicatif ou multiplicatif lié à la consommation par les animaux des produits végétaux. Donc tout ça conduit à quelques chiffres simples que vous pouvez facilement retenir. Pour boire chaque jour, vous avez besoin de, disons, 2-3 litres d'eau. Pour les usages sanitaires, on saute d'un facteur 10 et il en faut quelques dizaines. Même si aujourd'hui, dans des villes, on utilise souvent 150, 200, voire aux États-Unis, 400 litres d'eau par habitant et par jour. Pour notre alimentation, par contre, il en faut beaucoup, beaucoup plus. Chaque jour, vous n'en êtes pas conscient, mais quand on est en Europe, notre alimentation requiert à peu près 5000 litres d'eau pour l'ensemble des repas de la journée. En moyenne, dans le monde, il faut à peu près 3000 litres d'eau par habitant et par jour pour produire l'alimentation. Je n'ai pas dit une chose qui est importante, c'est qu'il ne s'agit pas là de gaspillage d'eau. Il s'agit simplement d'un problème physiologique qui tient au fait que les plantes, pour croître et se développer correctement, doivent absorber du CO2, du gaz carbonique. Et pour absorber correctement le CO2, eh bien, elles n'ont pas inventé mieux que des petits opercules ou des petites ouvertures sur leurs feuilles qu'on appelle des stomates. Et ces stomates ne peuvent rester ouverts et absorber du CO2 que si la plante est suffisamment bien alimentée en eau. Ce qui fait que les stomates sur les feuilles des végétaux sont des véritables lieux de couplage entre le cycle de l'eau et le cycle du carbone. En même temps qu'on absorbe du carbone, on est obligé de perdre de l'eau. Et donc ces chiffres ici ne correspondent pas du tout à du gaspillage. On pourra reparler après au gaspillage de l'eau dans l'agriculture. Il s'agit vraiment des besoins en eau pour faire fonctionner correctement une plante et produire correctement donc, ces différents produits. Donc, je reviens à mes chiffres de 3000 litres par habitant et par jour. Ça signifie, si je passe en mètres cubes d'eau par habitant et par an, à quelque chose qui est autour de 1100 mètres cubes d'eau par habitant et par an pour produire notre alimentation. Alors, cette carte ici traduit justement l'empreinte eau par pays
C'est une valeur moyenne sur la période 97-2004 qui vient d'être réalisée dans les 2 dernières années. Et donc, on ne sera pas étonné de trouver donc d'abord de la couleur la verte et orange claire sur ce graphique correspondent à peu près à cette moyenne autour de 1100 mètres cubes par habitant et par jour, qui correspondent à 3000 litres. Mais vous avez aussi un certain nombre de pays en bleu qui sont en dessous. Ce sont des pays, bien sûr, où soit on mange peu de viande, soit on a des régimes plutôt végétariens. Bien sûr, la Chine et l'Inde, heureusement qu'ils sont là, sont avec des régimes alimentaires plutôt végétariens à des valeurs plutôt de 600-800 mètres cubes par habitant et par an. Par contre, avec nos régimes alimentaires riches, nous sommes à plutôt 5000, donc pratiquement au double ou au triple de ce que les Chinois ou les Indiens consomment en mètres cubes par habitant et par an. Et donc, on est plutôt entre 2100 et 2500 mètres cubes d'eau par habitant et par an. Alors, il s'agit des empreintes eau. Donc là-dessus, comptez qu'il y a à peu près 80% qui correspond à l'alimentation et puis le reste, les usages domestiques et industriels. Donc, c'est la totalité là, qui est représentée, mais en gros, ça représente essentiellement, les variations sont dues essentiellement au régime alimentaire. On peut réfléchir à cette carte aussi et revenir aux chiffres de tout à l'heure de pays qui ont moins de 500 mètres cubes par habitant et par an. Donc, et certains en ont même nettement moins que 500 mètres cubes par habitant et par an à leur disposition. Bien sûr, ils ont souvent de l'eau de pluie, mais rappelons que les pays les plus secs, ceux qui sont secs, souvent, ils n'ont pas non plus beaucoup d'eau de pluie. Donc, vous voyez qu'inéluctablement, il y a un certain nombre de pays qui manquent d'eau et qui doivent importer une partie non négligeable de leur alimentation. Et cela va continuer et va inéluctablement se développer. Il n'est pas possible pour un pays comme l'Égypte, qui a aujourd'hui plus de 70 millions d'habitants et qui dispose en gros de 55 milliards de mètres cubes, dont ils arrivent à évaporer pour l'agriculture 35 milliards de mètres cubes uniquement. Ils sont mécaniquement obligés d'importer au moins la moitié de leur alimentation et en pratique davantage. Et ces importations vont mécaniquement augmenter dans les années à venir. Alors j'emprunte ici aussi une diapositive à Guylain Marcy, qui est peut-être ici, pour aussi revenir à ces chiffres globaux. Alors regardons surtout ici où on en est aujourd'hui donc pour notre alimentation et revenons aux chiffres initiaux. On a donc, je disais, on prélève 2600 km3 d'eau pour l'agriculture, mais en fait on en évapore pour l'agriculture à peu près 2000. Donc il y a un petit peu des gains effectivement d'efficacité, on y reviendra. Et puis par contre, l'eau pluviale, l'eau de pluie, elle produit 5000 km3 d'eau, utilise 5000 km3 d'eau pour produire de l'agriculture. Donc ce dont on a besoin aujourd'hui pour notre agriculture, c'est 7000 km3 d'eau. Ceci est produit donc sur 270 millions d'hectares pour les terres irriguées et 1240 millions d'hectares pour l'agriculture pluviale, donc sur un total de 1,5 milliard. Donc voilà, ici vous avez les répartitions en superficie de l'agriculture irriguée et de l'agriculture pluviale. Vous avez ici une répartition entre les eaux de l'agriculture pluviale et les eaux des terres irriguées. Et puis, ici, on peut regarder également quelles sont, en traduisant ceci et en divisant l'évapotranspiration divisée par les superficies, on arrive à ces chiffres d'évapotranspiration unitaire, donc le nombre de mètres cubes par hectare qui sont évaporés ou évapotranspirés par les plantes sur un hectare de terre cultivée en moyenne et sur un hectare en agriculture pluviale. Et puis enfin, selon la FAO, la proportion de la production agricole mondiale fournie par les terres irriguées et par l'agriculture pluviale. Donc vous voyez que
on peut après assez facilement calculer, voir que par rapport à l'agriculture pluviale, l'agriculture irriguée valorise beaucoup mieux la superficie. Vous voyez qu'elle produit 45% sur 270 contre 55 sur 1240 millions d'hectares. Millions d'hectares, c'est ça. Et en ce qui concerne l'eau, eh bien, elle produit 55% avec 5000 contre 45% avec 2000. Donc elle valorise de 2 à 3 fois mieux l'eau également. Mais ce qui ne veut pas forcément dire qu'il faut développer l'agriculture irriguée, parce que, on le verra, je vais développer un peu cette idée-là maintenant, en fait, les gains d'efficacité maximum peuvent être obtenus notamment en agriculture pluviale. Pourquoi ? Aujourd'hui, voilà un graphique qui montre un petit peu, là, il ne s'agit pas d'efficacité, mais il s'agit de quantités d'eau qui sont nécessaires à produire des tonnes de maïs en fonction donc, du rendement. Donc vous avez ici les rendements. Un rendement en maïs en France, c'est 8, 9, 10 tonnes. Donc on est assez loin dans ce graphique. Ici, c'est plutôt des pays en voie de développement. Et puis ici, vous avez la quantité d'eau nécessaire pour cette production. Et vous voyez que plus on diminue le rendement, plus il faut de l'eau pour produire cette quantité, enfin ce rendement-là. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on diminue les rendements, eh bien, il y a beaucoup d'eau qui est perdue par le sol, qui est évaporée par le sol, et pas tellement par la culture, ou au contraire qui sert à produire de la culture, mais qui donne peu de grains et de la végétation. Donc, globalement, lorsqu'on est à des rendements inférieurs à 1-2 tonnes par hectare, qui correspondent à la grande majorité des rendements dans de nombreux pays en voie de développement, eh bien, la quantité d'eau nécessaire finalement pour cette production-là augmente de manière quasi exponentielle, ce qui explique qu'on a une efficience beaucoup plus faible de l'eau dans de nombreuses situations en agriculture pluviale. Donc, on pourrait économiser de l'eau, mais combien ? En eau d'irrigation, on a vu tout à l'heure ce chiffre de 600, mais il y a sans doute beaucoup de travail à faire pour y arriver. Il y a des techniques qui permettent, on parle souvent du goutte à goutte, ça demande beaucoup de technicité, et donc c'est sans doute quelque chose qui va prendre beaucoup de temps avant d'arriver à diminuer significativement et à utiliser cette eau qui est, entre guillemets, potentiellement gagnable dans les périmètres irrigués. Par contre, les eaux liées à la faible productivité, elles représentent à peu près 1500 km3, donc vous voyez, pas loin de 20%, un cinquième à peu près de l'eau qu'on utilise pour notre alimentation pourrait être gagnée si, notamment, tous les rendements de la petite agriculture dans les pays en voie de développement étaient augmentés de manière significative. Alors, ceci, c'est la situation actuelle. Que va-t-il se passer dans les années à venir ? Alors voilà un certain nombre de chiffres qui ont été estimés pour 2050. Alors comme on l'a vu hier avec, pour ceux qui étaient là, l'exposé Agrimonde, on n'a pas de prévision, on n'a que des scénarios de prospective. Alors je vous en présente un et je vais simplement faire un petit raisonnement avec vous. Imaginons que tout le monde consomme demain comme les États-Unis ou l'Europe. On aurait donc à peu près 2000 mètres cubes par habitant et par an, fois 9 milliards. Il nous faudrait donc 18 000 kilomètres cubes d'eau pour produire notre alimentation. Donc vous voyez que ça représenterait par rapport aux 7 000 actuels une augmentation considérable. Si on continuait avec les tendances actuelles, avec une moyenne de 3 000, on arriverait à 9 000 kilomètres cubes d'eau. La réalité va sans doute être intermédiaire, et dans ce scénario ici, vous voyez qu'on a une estimation qui a été faite en imaginant plusieurs choses. Tout d'abord qu'on arrive à combattre la sous-nutrition, donc, et le milliard bientôt de personnes dans le monde qui souffrent de sous-nutrition. Imaginons qu'ils mangent à leur faim. Imaginons également qu'on ait donc ces 9 milliards d'habitants et qu'on a en proportion laisser l'efficacité ou
l'inefficacité relative de l'eau pluviale dans l'état dans lequel il est aujourd'hui. Imaginons enfin, dans ce scénario, que les régimes alimentaires n'aient pas évolué. Donc on arrive avec ce scénario à 12 600 km3 d'eau par an, qui, par rapport aux 7 000 d'aujourd'hui, signifie qu'il faudrait mobiliser 5 600 km3 d'eau par an. C'est-à-dire que, malgré ce scénario un peu conservateur, vous voyez qu'on n'est pas loin d'être obligé de doubler la mobilisation d'eau pour notre production alimentaire. Alors, comment est-ce qu'on pourrait répartir et gagner de l'eau ? Eh bien, on pourrait imaginer en gagner à peu près 800 km3, ça, suivant les tendances et en poursuivant les tendances actuelles pour l'irrigation. Mais ça signifie quand même que 4800 km3 par an devraient être gagnés dans les endroits où on fait de l'agriculture pluviale, en mobilisant mieux et en utilisant mieux l'eau dans ces zones d'agriculture pluviale. Alors, bien évidemment, ces chiffres vous montrent l'ampleur du défi qui nous attend d'ici 2050 pour réussir à nourrir la planète. Alors, de l'eau, il y en a à l'échelle globale, on peut le dire, il y en a assez. Le problème, il est de l'utiliser mieux. Et je propose ici 4 éléments qui me paraissent essentiels pour réussir à nourrir la planète en 2050. Une première proposition est d'améliorer la production et donc l'efficience de l'eau de l'agriculture paysanne qui produit aujourd'hui à des rendements très faibles. Un deuxième élément, donc production. Un deuxième élément sur lequel il faut réfléchir parce qu'il est inéluctable également, c'est le commerce des produits alimentaires. Comment faire pour qu'il permette, ce commerce, d'assurer non seulement l'autosuffisance, mais ménage la souveraineté alimentaire des pays et permettent également de gagner effectivement et d'améliorer l'efficience d'utilisation de l'eau. Et puis ensuite, 2 axes qui me paraissent également essentiels et qui s'intéressent à nous en tant que consommateurs, des changements d'habitudes alimentaires et la réduction des pertes dans l'alimentation. Améliorer l'efficience. On a vu donc que c'était sans doute possible dans les systèmes irrigués. Ces gains sont quand même marginaux par rapport globalement à ce dont on a besoin. C'est surtout sur l'efficience de la petite agriculture qu'on peut vraiment gagner significativement. Aujourd'hui, l'exemple de la Tunisie, par exemple, est extrêmement intéressant. On s'aperçoit que même en Tunisie, un pays qui est quand même très sec, eh bien, l'eau verte utilisable pour l'agriculture est estimée à environ 3 fois l'eau bleue, donc l'eau des rivières et des nappes qui est disponible. Mais on s'aperçoit aussi que les techniques ancestrales de gestion de cette eau pluviale, avant que les périmètres irrigués soient développés, ont souvent été oubliées ou négligées, qu'il n'y a pas eu de recherche qui a été faite sur ces techniques-là et que dans les endroits où on réhabilite ces structures et ces techniques, eh bien, on arrive à augmenter considérablement la production dans ces zones, y compris dans des zones sèches. Il y a donc un travail important à faire pour avoir un programme sans doute mondial qui permettrait d'augmenter ces rendements les plus faibles et un certain nombre d'organisations s'y attellent. Il y a des innovations intéressantes aujourd'hui qu'on voit apparaître. En ce qui concerne le commerce, je prends encore l'exemple de la Tunisie aujourd'hui pour vous montrer comment, avec l'augmentation de la population, la Tunisie a mécaniquement été amenée à importer de plus en plus de céréales. Vous voyez, la courbe, ce graphique parle de lui-même. Eh bien, quand on regarde les courbes de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc, de l'Égypte, elles sont strictement identiques. Aujourd'hui, dans chacun de ces pays, on importe au moins 50% des céréales qui sont nécessaires à la consommation. Et la tendance ne peut que continuer dans les années à venir. Et donc, il va falloir, là aussi, sans doute que ces pays trouvent des mécanismes intelligents pour assurer leur autosuffisance alimentaire. Alors, ce que fait la Tunisie me paraît là aussi exemplaire. Ils développent l'huile d'olive, et l'huile d'olive de très bonne qualité. Ils développent du maraîchage et négocient. En ce moment, je crois qu'ils étaient, d'ailleurs, le ministre de l'Agriculture tunisien était récemment à Paris pour négocier des contrats à long terme en disant « Nous vous fournissons de l'huile d'olive et vous,
vous nous garantissez un minimum de céréales à des prix garantis dans les années à venir. Il y a sans doute beaucoup à travailler sur ces questions qu'on appelle des questions d'eau virtuelle. Vous voyez ici un graphique que nous avons réalisé il y a déjà quelques années qui montre comment ces échanges d'eau virtuelle, donc l'eau contenue implicitement dans tous les pays, tous les produits alimentaires, comment ces échanges ont évolué au cours des années 1960 à 2000. Et vous voyez une augmentation, donc c'est la courbe ici totale des flux d'eau virtuelle entre pays pendant cette période-là. On est passé donc un équivalent de 500 km3 à un équivalent de 1300 km3. Alors vous voyez ici, c'est très intéressant à noter, c'est l'impact de la crise de la vache folle sur les échanges d'eau virtuelle à l'échelle mondiale, qu'on voit particulièrement bien sur les échanges de produits animaux ici. On a considérablement réduit ces transferts à l'époque. Bon, on pourrait en discuter longuement. En gros, il y a quelques pays qui exportent de très grandes quantités d'eau virtuelle et de produits alimentaires. Bien sûr, c'est les produits exportateurs, les États-Unis, l'Amérique du Sud. Sur cette carte, je suis un peu surpris de voir le Brésil en importateur net. Tous les pays d'Afrique, bien sûr, pratiquement sont importateurs nets. La Chine est également importateur net. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, l'Inde était exportateur, l'Australie également. Cette carte, évidemment, va avoir tendance à devenir plus rouge foncé sur un certain nombre de pays. Et bien sûr, il va falloir que d'autres pays fournissent en produits alimentaires et notamment en céréales. Il s'agit là, bien sûr, d'un enjeu considérable pour la stabilité du monde, puisque lors de la crise alimentaire en 2008, on a vu les émeutes et puis le nombre de mesures prises par les pays pour répondre très rapidement à cette crise en prenant des mesures soit en général protectionnistes, soit pour réduire les exportations, soit au contraire pour augmenter les importations. Ça a été quasi immédiat lorsque les prix agricoles ont augmenté de manière importante. Donc il y a là, à travers le commerce mondial qui ne va pas cesser d'augmenter dans les années à venir, un enjeu tout à fait stratégique pour la planète. Troisième élément donc de solution, les habitudes alimentaires. Le graphique qui est à droite montre simplement que plus on est riche, ici il s'agit du produit intérieur brut, et ici il s'agit du nombre de mètres cubes par habitant, du nombre de litres par habitant et par jour, ici, ou de milliers de litres. Donc vous voyez que quand on est en Asie, ici, on est plutôt en dessous, autour de 1000 à 2000 litres par habitant et par jour. Quand on est dans des pays comme la France, on est même au-dessus de 6000 litres par habitant et par jour pour notre alimentation. Et la relation, bien sûr, n'est pas simple, mais plus on est riche, en gros, plus on utilise d'eau dans son alimentation. Il y a un lien évident aussi donc aujourd'hui entre alimentation et obésité et surpoids. On a privilégié pendant des décennies l'alimentation, la partie énergétique de l'alimentation, et donc on a privilégié des régimes alimentaires et des productions qui fournissent beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, on le paye. On a déconnecté d'une certaine manière l'alimentation et notre santé. Et aujourd'hui, il est fondamental de repenser la manière dont on connecte notre alimentation et notre santé. On consomme en France 90 kg de viande par habitant et par an. L'OMS recommande 70, aux États-Unis à 120. Par contre, dans beaucoup d'autres pays, on est en dessous de cette valeur-là. Mais il est impressionnant de voir comment la Chine est passée en moins de 10 ans de quelques kilos à 30 kilos par habitant et par an. Et la courbe est un petit peu parallèle à celle qu'on a vue ce matin pour l'énergie. Une augmentation très brutale des quantités de viande et donc là également de l'empreinte eau de la population chinoise. Il y a sans doute là aussi quelque chose, une réflexion à avoir. Il y a d'ailleurs là une connexion très forte avec l'énergie, puisque des études récentes montrent que si
les pays de l'OCDE réduisaient leur consommation de viande simplement à cette prescription de 70 kg par habitant et par an, eh bien, nous, pays OCDE, atteindrions sans problème les objectifs du protocole de Kyoto. Quatrième et dernier élément, sans doute presque le plus marquant. Aujourd'hui, nous produisons de l'alimentation, mais nous en gaspillons pratiquement la moitié. Une étude, par exemple, aux États-Unis, l'étude sans doute la plus poussée qui a été faite récemment, montre que uniquement dans le petit commerce et au niveau du consommateur, eh bien, il y a 33% de la nourriture qui est perdue. Donc ça exclut tout ce qui se passe depuis le champ jusqu'à ce que vous trouviez votre produit dans votre magasin. Les produits, bien sûr, sont touchés de manière différente. Ici, vous voyez les fruits et légumes, le lait, la viande et un peu moins de pertes, les céréales, les sucreries, tout ça, on est pratiquement autour de 30% de pertes. Ça c'est un résultat typique dans un pays où on consomme beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'en France on soit forcément également à ce même montant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a là aussi un contraste entre des pays du Sud qui perdent énormément d'alimentation entre le champ et puis le moment où ils consomment, le transport, et sans doute moins au niveau du consommateur final, alors que nous, dans nos pays, on a énormément de pertes, mais notamment sous forme de gaspillage au niveau des processus, de la consommation individuelle. Donc là également, il y a un travail énorme à faire pour revenir à moins de pertes et à trouver des mécanismes. Peut-être là aussi, au lieu de faire des agrocarburants, il y a peut-être des mécanismes de production d'énergie aussi avec la biomasse qui est gaspillée dans l'alimentation. Bon, il y a sans doute en tout cas beaucoup de pistes à creuser. Je passe sur cette diapositive qui montre en gros les différentes étapes des pertes et qui a estimé à peu près qu'à l'échelle mondiale, c'est à peu près la moitié des calories qui sont perdues finalement dans le processus. Voilà, donc quelques conclusions pour terminer. Bon, à l'échelle mondiale, l'eau n'est pas un facteur limitant de la production agricole. Par contre, elle l'est à l'échelle locale et donc il faut qu'il y ait des mécanismes de redistribution qui se mettent en place. C'est nécessaire. On a vu les quantités d'eau colossales qu'il faudra mobiliser dans les 30-40 prochaines années pour nourrir la population mondiale. Il y a forcément des tensions locales qui vont apparaître et si la connexion entre les prix de l'agriculture et les prix de l'énergie reste comme on l'a vu l'an dernier, les risques de déstabilisation risquent d'être très importants parce que, bien sûr, l'énergie conditionne aussi le prix des intrants pour l'agriculture et les mécanismes qu'on a vus apparaître lors de l'année 2008 a montré que très vite on pourrait avoir des problèmes sérieux dans de nombreux pays. Il y a au moins 30 ou 32 pays qui ont eu des débuts de troubles en 2008. Ensuite, une priorité importante, l'amélioration de l'efficience de l'agriculture pluviale. Ça, c'est sans doute fondamental. Ça s'adresse bien sûr aux pays en développement, mais sans doute aussi aux politiques de développement que nous, pays du Nord, amenons. Et puis, ça s'adresse aussi aux politiques de subvention, parce que un des obstacles importants à l'amélioration de l'agriculture pluviale est que la productivité agricole des pays du Nord est tellement plus forte que celle des pays du Sud qu'il est beaucoup plus facile pour nourrir en particulier les pauvres des villes dans les pays en développement avec des céréales ou des produits alimentaires importés à bas coût plutôt que de stimuler la production locale qui coûte plus cher. Et puis, dernier élément, je pense qu'on a tendance à parler de crise de l'eau. Je crois qu'il faut changer un peu de perspective et de voir que dans de nombreux cas, l'eau n'est qu'une des composantes des crises. Elle est quelquefois peu visible. L'an dernier, quand il y avait la crise de l'alimentation, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs conférences
Et dans de nombreux endroits, on m'a dit, mais où sont les liens entre la crise actuelle et l'eau? On ne la voit pas, on ne la comprend pas. Et je crois que c'est très souvent le cas aujourd'hui. On ne voit pas qu'un certain nombre de crises ont une dimension eau. Je pense au Darfour, je pense à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire par exemple. Il y a des dimensions eau qui existent et qui souvent n'ont pas été bien analysées et qui donc devraient être analysées parce que faire de l'eau une composante des crises, c'est aussi réfléchir à la manière dont l'eau et sa gestion peuvent être un élément de la solution de ces crises. Voilà, je vous remercie de votre attention et je termine par cette photo du Brésil qui montre qu'il y a encore des endroits dans le monde où il y a énormément d'eau, donc tout n'est pas perdu.